Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire de la série Collaborer mieux. 4e épisode aujourd'hui avec un titre intéressant, Changer son modèle de reconnaissance. Je suis accompagné aujourd'hui d'Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Serge. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, merci, bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, en quelques mots, Arnaud de la Roussière, je suis un expert des transformations de l'organisation que j'accompagne en m'assurant de l'alignement entre les 5 dimensions humaines, organisationnelles, métiers, processus et système d'information. Et je suis ravi aujourd'hui qu'on puisse vous proposer ce webinaire parce que les modèles de reconnaissance est l'un des leviers qu'on peut utiliser justement pour aligner l'ensemble de ces dimensions. On est bien d'accord. On est assez nombreux encore aujourd'hui, beaucoup d'inscrits, voilà, d'horizons très variés, voilà, sociétés d'assurance, banques, distribution, mutuelle, enfin voilà, vous êtes vraiment d'organismes, et même dans l'industrie, des origines très diverses. Preuve que c'est un sujet qui est majeur, et nous, c'est ce qu'on voit en tant que praticien, c'est que c'est en effet un sujet très important. On avait envie de commencer par une petite citation. On veut tous de la reconnaissance, mais on ne sait ni laquelle, ni comment la recevoir. Il n'y a pas d'auteur, elle vient de nous, et elle traduit vraiment ce qu'on ressent souvent dans l'émission, au moment où on commence l'émission, où on a les premiers contacts avec les collaborateurs de nos clients. Et on ressent profondément ce besoin de reconnaissance et qui est un peu une bouteille à la mer, quoi. Voilà. Alors, on va essayer de travailler sur ce sujet aujourd'hui. Et comment? Eh ben, écoutez, il vous aura pas échappé que on évolue dans un contexte complexe, un monde complexe, et qu'en tant qu'entreprise ou organisation, publique ou privée, pour y arriver, finalement, il y a une nouvelle culture à bâtir qui tient compte des différentes générations, qui tient compte du changement en continu, avec évidemment derrière les besoins de créativité et d'innovation pour servir nos clients. Le besoin d'être RSE by design, hein, pour avoir une responsabilité sociétale, environnementale, et assurer une performance qui est sur ces deux niveaux et également économique. Et puis évidemment, travailler sur le sens, l'engagement, la performance, etc. Voilà, tout ça finalement, ce sont des éléments qui contribuent à créer une nouvelle culture, et je pense que vous la sentez arriver, ou que vous sentez en tout cas cette dissonance, cet inconfort finalement dans la culture dans laquelle vous êtes et qui vous amène à la challenger. Et nous, c'est ce qu'on voit au quotidien, ce qu'on traite au quotidien, et une des questions qu'on pose souvent, c'est comment on va collaborer finalement. Comment on va collaborer dans cette nouvelle culture. Et c'est en 3 illustrations, finalement, quelques projets de transformation qu'on réalise ou qu'on accompagne. Il y en a un pour une banque qu'on a réalisé récemment, où on est passé d'une démarche, une culture finalement était plutôt dans suivre les process et satisfaire le client, à une démarche où on est plus dans l'agilité, dans la prise d'initiative, le changement en continu, la recherche d'innovation, de sens, tout ça pour satisfaire le client. Et un changement total en fait de paradigme, hein, pour les collaborateurs, les managers dans leur ensemble. Tu en avais un aussi, Arnaud? Oui, chez un opérateur télécom, un sujet où en fait on passe d'une culture du sur-mesure, haute couture, à du prêt-à-porter. Finalement, à l'occasion d'un changement d'outil CRM qu'on aurait pu penser être que technique et qui finalement va complètement bouleverser les croyances que les métiers et la DSI a sur ce qui fait son excellence et sa reconnaissance. Et voilà, également un énorme changement de paradigme à accompagner dans ce cadre-là. Alors, il y en a plein d'autres. Il y en a un autre qui est assez important aussi en ce moment, qu'on rencontre régulièrement, c'est la question de la santé. C'est-à-dire que si on veut améliorer la santé au travail, finalement, il faut élargir l'accès à la reconnaissance. Et c'est un vrai questionnement, parce que quand on pose parfois la question à des managers ou à des collaborateurs, ils savent pas. Ils savent pas où aller chercher cette reconnaissance. Là où on veut en venir, c'est de dire, en fait, si on change de modèle de fonctionnement, et en fait, comme il y a
plein de projets de transformation aujourd'hui, et il va y en avoir encore plein, de changements de modèle de fonctionnement, que ce soit des outils informatiques, que ce soit des méthodes, des pratiques, etc. Nécessairement, il faut changer aussi le modèle de reconnaissance qui est associé. C'est les deux faces d'une même pièce. Si on change un, il faut changer l'autre. Et la question, la problématique finalement, c'est changer de modèle de reconnaissance aujourd'hui, ça veut dire quoi? Alors, une manière d'y répondre, elle est volontairement simplifiée, mais n'hésitez pas à nous poser des questions si ça l'est trop pour vous. Nous, on distingue deux aspects. On va commencer par la droite avec la reconnaissance qu'on va appeler structurelle. Pour nous, c'est l'ensemble des éléments qui vont contribuer à limiter les injustices. On va le dire comme ça. Donc, ça va être l'organigramme, l'organisation des tâches, du travail, etc., la transversalité. Ça va être les grilles de rémunération. Ça va être les éléments de coefficient ou de grade, etc., qui vont définir l'avancement des personnes, etc., etc. La rémunération, les primes, les objectifs, toutes ces choses-là. Et puis, sur la gauche, plus une reconnaissance, oui, c'est ça, à gauche, la reconnaissance personnelle, où là, pour le collaborateur, ça va être finalement répondre à cette question, où est-ce que moi, je vais chercher la reconnaissance dont j'ai besoin? Et quelle reconnaissance? Et pour le manager ou l'encadrant, le leader, finalement, c'est comment je reconnais aujourd'hui versus comment je devrais reconnaître pour pouvoir développer, diffuser finalement ce que je souhaite diffuser. Que ça soit des sujets de santé, de bien-être au travail, que ça soit aussi de l'innovation et de l'amélioration des outils de production ou de la satisfaction client, etc. Et puis, c'est un modèle parce que les autres aussi doivent m'imiter et reproduire. Et donc, ça doit être conçu ou ça doit être vécu, en tout cas, de cette manière-là. Donc, finalement, deux problématiques, c'est ce que on a mis en bas. À droite, comment l'organisation apporte de la reconnaissance et de la justice. Et à gauche, comment, en tant que personne, j'apporte ou je prends de la reconnaissance et de la justice. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous avez un chat en haut à droite, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Serge, peut-être, si on veut l'illustrer dans le cadre d'une transfo, en général, on constate chez nos clients que la reconnaissance structurelle est abordée avec évidemment toutes les difficultés et la rigidité de l'organisation. Donc, il y a quelques marges de manœuvre et elle est globalement adressée. Mais en fait, la meilleure stratégie du monde en termes de transfo ne va pas en fait vous permettre d'accompagner cette transfo, et la culture d'entreprise et la reconnaissance personnelle que chacun se fait dans cette culture d'entreprise va prendre le dessus. Donc en fait, c'est vraiment un préalable pour supporter une stratégie de transfo. Absolument. Et c'est un peu ce qu'on a mis dans le constat finalement qu'on dresse, c'est que la reconnaissance personnelle, c'est le vrai problème. Et c'est partout. Ce que je vous disais en préambule, on le ressent de manière très forte partout. Que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les services. Voilà. En France, tout au moins, c'est criant. Il y a également l'idée que, en fait, c'est pas parce que j'ai une reconnaissance structurelle qui est la moins injuste possible que je crée de la motivation, de l'engagement, de la responsabilité, de l'envie d'innover, etc. Tu voulais d'ailleurs, je crois, faire un petit point là-dessus, Arnaud. Ouais. On en a déjà parlé, il y a beaucoup d'études sur le sujet, mais évidemment, ces facteurs-là, en fait, sont des facteurs qui, s'ils ne sont pas adressés, créent le mécontentement. Donc, on peut s'assurer qu'il y ait le moins d'injustice possible sur les grilles de salaire, les statuts, les conditions de travail. Mais ce ne sera jamais suffisant pour engager et créer la motivation chez les collaborateurs. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui dans les structures qui limitent les niveaux organisationnels, et avec la génération Y et Z qui, finalement, reconnaissent de moins en moins cette structure et ont besoin justement d'être nourris au quotidien d'une reconnaissance au niveau personnel. C'est exactement ça. Enfin, moi, j'aime bien les mots que tu utilises. C'est la différence entre la satisfaction et les éléments de satisfaction, les éléments de motivation. Deux choses bien différentes. Et puis, un enjeu qui est important, c'est que les structures s'allègent. Vous l'avez certainement remarqué aussi dans vos organisations, en termes de structure hiérarchique, etc., de structure managériale. Et donc, la dimension inspirante, finalement, de la démarche de reconnaissance, exemplaire doit être encore plus importante pour pouvoir se diffuser. Ça, c'est un élément qui est évidemment important. Et donc,
Voilà, le sujet, c'est comment on change de modèle de reconnaissance personnelle. Alors, une première réponse, ben, c'est en faisant appel à nous, bien entendu. Donc, on a une communauté d'acteurs de changement, qui est un peu plus de 40 personnes avec des profils qui sont assez différents. Ça va du sociologue au thérapeute, au coach, consultant, etc., formateur et autres. Tous, en tout cas, axés sur la question de comment on change finalement dans les organisations et notamment par rapport à la culture. Comment on fait évoluer tous les éléments de la culture dans une entreprise. On a un motto chez Changeable, c'est de dire on veut faire partie de la solution plutôt qu'entretenir le problème. Et typiquement, sur la reconnaissance, vous avez énormément de choses qui se disent, qui ne font que entretenir le problème, qui ne font absolument pas partie de la reconnaissance, de la solution, excusez-moi. Et donc, voilà, bon, on est très heureux du coup de vous présenter ça aujourd'hui. Un ADN, en tout cas aussi, challenger, questionner, créer du sens ou susciter le sens, proposer, écrire une nouvelle histoire, c'est finalement notre ADN. Et quand on parle d'écrire une nouvelle histoire, pour nous, ça passe par un positionnement de joker. C'est quoi un joker dans un jeu? C'est une carte, en général, qui permet de s'affranchir des règles du jeu actuel, qui permet d'aller au-delà, qui permet d'inventer une nouvelle condition de jeu, une nouvelle histoire dans le jeu. Ben, c'est exactement ce que l'on est, ce que l'on veut être, des jokers pour les organisations qui décident de nous faire confiance et de nous confier leur mission sur la dimension de la collaboration qui est fondamentale aujourd'hui dans les cultures corporate. La culture corporate en tant que telle, pour la faire évoluer dans ses croyances, dans les richesses ou les valeurs, etc. Évidemment, faire émerger, diffuser, former les leaders en fait qui vont sous-tendre ces cultures ou cette collaboration, et puis accompagner des projets de changement, puisque ce sont des projets, on en parlera tout à l'heure, mais qui s'accompagnent, se conçoivent, de la conception jusqu'à l'animation en fait, sont vraiment spécifiques, et donc il faut les adresser. Donc être le joker, en tout cas, c'est notre ambition pour vous amener vers les modalités de performance du XXIe siècle. On a un certain nombre de clients qui nous ont déjà fait confiance. Je voudrais citer quelques-uns qui sont ici, et puis j'espère un jour mettre votre logo en bas à droite. Voilà. Si on revient à notre sujet, comment changer de modèle de reconnaissance, le premier aspect finalement qui est intéressant d'aborder, c'est la question de la reconnaissance dans la vie, de la reconnaissance personnelle dans la vie. De quoi on parle? On parle d'abord que ce que je fais est OK. OK, on est sur le faire. De ce que je sais est OK. Savoir. Ce que je ressens est OK. Émotion. Ce que je crois, pense est OK. Que je fais partie du groupe et reconnaître que j'existe. Un peu les différentes dimensions très inspiré pour ceux qui connaissent la pyramide de Diels ou de Bateson, sur voilà, on va dire notre profondeur finalement quand on adresse la question de la reconnaissance. Et au fond du fond, c'est vraiment la question de l'existence. Et on a besoin de tous ces éléments de reconnaissance. Et donc quand on exprime de la reconnaissance ou quand on crée une situation où de la reconnaissance peut s'exprimer, finalement, il y a un certain nombre d'aspects qui sont touchés, pas tous forcément, mais il faut savoir identifier lesquels. On a, et ça vous le trouvez dans toutes les publications, différents types de reconnaissance. La reconnaissance de type existentiel, sur la pratique, savoir-faire, savoir-être, sur l'énergie, l'effort, l'intensité que l'on va mettre, et puis sur les accomplissements ou les résultats que l'on peut réaliser. Arnaud, tu voulais ajouter, je crois, un petit mot? Oui, sur la pratique, les efforts et l'énergie et l'accomplissement, c'est quelque chose qui est naturellement fait dans les organisations. Il y a vraiment cette attention du management à les reconnaître. La partie existentielle est moins traitée et elle est pourtant fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on a ce besoin physiologique de reconnaissance. C'est pas un besoin qu'on peut mettre de côté. Typiquement, si vous prenez un nourrisson, si vous n'existez pas dans ses yeux, s'il n'a pas d'interaction et qu'il n'est pas visible, finalement, il va se laisser dépérir. Et en fait, ce besoin-là, de manière consciente ou inconsciente, on va venir tout le temps le chercher.
Et c'est justement là-dessus qu'on va voir apparaître, on en parlera tout à l'heure, les tensions, les conflits. Et souvent, on n'est pas capable de les expliquer de prime abord, mais finalement, si on remonte en fait aux causes, on se rend compte qu'on aborde un sujet de reconnaissance. Avant qu'on aille plus loin, merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce qu'on est tous OK ou pas? On a fait un peu de théorie là. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut continuer? Ou est-ce que vous avez besoin qu'on revienne sur une notion? Pour le moment, il n'y a pas de questions plus précises, mais je surveille. Ouais, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous êtes perdu. Ça, pour parler des sources de reconnaissance, parce que c'est quand même ça qui est le plus important, j'ai regardé une petite étude qui a été publiée, je crois que c'est en 2019, et qui disait, ben voilà, les sources de reconnaissance, on considère, enfin, en tout cas les répondants disent c'est 60 à 72% que c'est des personnes de leur équipe. Okay. 68% que c'est le manager, que c'est son client, puis un peu moins c'est le membre de l'organisation, puis encore un peu moins c'est la direction de l'organisation. Je trouve cette étude, et alors en fait j'ai pris celle-là, mais il y en a plein. Il y en a plein des comme ça. Et en fait je suis assez choqué par cette étude. Parce que d'une part, elle ne présente que des sources de reconnaissance qui sont externes, comme si je devais avoir uniquement de la reconnaissance par des gens externes et pas internes. Et puis, deuxième aspect, c'est que ça ne parle pas de mon activité. Et en fait, c'est quand même deux sources qui sont fondamentales. La reconnaissance que je suis capable de me donner moi et la reconnaissance que l'activité que j'ai peut m'apporter. Et en fait, si on omet ces deux-là, on maintient la personne dans la dépendance. On ne regarde que la capacité à faire rester la personne dans l'indépendance. Ce n'est absolument pas, évidemment, l'objectif. Quand on parle d'autonomie, voilà, c'est un peu perturbant, vous voyez, de positionner uniquement dans une relation de dépendance, alors qu'on parle d'autonomie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on pense, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait dans nos missions, et c'est ce que l'on va illustrer un petit peu plus tard. On pense qu'il y a un élément fondamental qui est absent dans beaucoup d'organisations, qui est sur ces aspects-là. À noter aussi que je trouve parfois que, j'étais confronté encore il n'y a pas longtemps, que les syndicats parfois ont un discours qui va à l'inverse finalement des personnes qu'ils défendent, en basant uniquement leur reconnaissance sur la dimension rémunération parfois. Alors que on n'y est pas, c'est pas le sujet. C'est important qu'il y ait une bonne rémunération, ça évidemment, mais on est encore dans le niveau de satisfaction, c'est pas ce qui va nous amener la reconnaissance ou la motivation. Les sujets, c'est finalement la capacité que j'ai à me reconnaître moi ou l'activité que j'ai qui va me la donner. Il y a un autre élément... Oui, je t'en prie. Pardon. Si je peux appuyer ton propos, Serge, finalement, la reconnaissance externe n'a d'impact qu'à partir du moment où on a travaillé sur la reconnaissance interne. C'est un peu comme une baignoire que vous remplissez. Si vous avez oublié de boucher la bonde, en fait, elle se videra en permanence. Donc, il y a vraiment cette question de, finalement, moi-même, quelle est l'image que j'ai de moi-même et quelle image j'imagine avoir dans les yeux des autres. Et du coup, la question que je peux me poser, c'est est-ce que je me sens compétent et légitime dans mon poste? Donc, c'est vraiment ça dont parle Serge. Et seulement après, une fois qu'on a travaillé là-dessus, on est capable de donner du poids à cette reconnaissance interne avec du feedback, avec de la reconnaissance externe qui va venir justement finalement donner de la satisfaction par rapport à la reconnaissance qu'on reçoit de nos pairs, de nos collaborateurs ou de nos hiérarchiques. On parle aussi beaucoup de la culture de l'empathie. Je ne sais pas si vous avez entendu, moi j'ai lu quelques articles là-dessus récemment. Évidemment, là, elle joue à plein. C'est-à-dire que si je suis en position de management ou de leadership face à d'autres
personne, qui soit de mon organisation ou pas d'ailleurs, je vais évidemment identifier ou chercher à identifier de quelle reconnaissance ces personnes ont besoin. Parce qu'en effet, par rapport à ce que tu dis, peut-être que certains ont besoin beaucoup d'une reconnaissance extérieure. Moi, j'en aurais besoin beaucoup moins. Je vais plus me satisfaire de ma reconnaissance que je vais me donner moi. Mais il y a une question de maturité, hein, évidemment. Et donc, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous au même niveau de maturité. Et on aura besoin peut-être de plus parfois d'externe que d'interne. Donc l'empathie, là, joue évidemment un rôle important. Bon, on a parlé un petit peu des sources de reconnaissance. Très bien, quels sont les moyens? C'est ça qui est important. Alors, on a les moyens traditionnels. Voilà, on va pas en parler, ça sert à rien. Vous les connaissez déjà. Moi, j'aimerais qu'on parle d'autre chose. On va pas parler non plus des sujets résultats accomplissements. Tu le disais tout à l'heure. Vous savez déjà très bien faire. Vous en faites déjà trop, je ne sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il en manque d'autres. Et donc, c'est sur ces autres qu'on va se focaliser. Premier aspect, évidemment, ça c'est des choses qui vont vous aider à mieux collaborer. Le premier, c'est vivre les échecs. C'est un moyen de reconnaissance extrêmement puissant. Je me souviens dans une organisation dont je tairai le nom, on regroupe des managers pour faire un séminaire sur le management, l'évolution culturelle, etc. Et à bout d'un moment, je me dis, il y a un truc qui ne va pas en fait. Et je dis, tiens, ben on va faire une nouvelle séance, une séquence qui n'était pas prévue dans le séminaire pour parler des échecs. Et donc, j'ai fait en sorte que les managers puissent s'exprimer en binôme qu'ils avaient échoué. Et puis bon, il y avait d'autres petites choses également, etc. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'à la fin de cet atelier ou à la fin de la journée, les gens sont venus me voir ou voir les personnes qui co-animaient avec moi. Ils m'ont dit, écoutez, le séminaire, bien, mais alors cette séquence-là, absolument fabuleuse. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on peut parler de l'échec. C'est la première fois qu'on peut dire que oui, on peut échouer, en fait, et que ça fait partie de la vie. C'est quand même incroyable. Moi, j'étais stupéfait. Enfin, j'étais content de l'intuition que j'ai eue, mais j'étais stupéfait quand même de la réaction de ces managers. Or, on sait, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'autonomie sans échec. Hein. J'ai échoué, j'échoue peut-être encore aujourd'hui. Et tout comme toi, Arnaud, tout comme vous, s'il y a une certitude, c'est celle-là. L'échec fait partie de la vie et elle fait partie, c'est une étape du succès. Et donc, pourquoi l'omettre? Pourquoi le cacher? Ah ben non, on ne va pas en parler parce que non, on ne va pas le mettre mal à l'aise. Hein. On va éviter d'en parler. Oui, bah alors en fait, plus vous évitez d'en parler, plus vous renforcez la peur de l'échec, plus vous renforcez le manque d'authenticité et plus vous vous éloignez de la reconnaissance. La reconnaissance, enfin, quelqu'un qui a échoué, il n'a pas échoué par hasard. Hein. C'est le fruit d'une réflexion, d'une originalité, d'une stratégie peut-être. Et qui tout ça a conduit à un échec, ou à un élément en tout cas a conduit à un échec. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, mais quel est cet élément qui a conduit, qui n'a pas fonctionné ou qui a amené à cet échec, ou qui nous amène à penser que c'est un échec aujourd'hui. Si on s'interdit de travailler et de discuter de ces sujets-là, officiellement, et qu'on reste dans une injonction au succès du premier coup, ce qui est souvent le cas dans les organisations, en fait, on renforce la pression chez les gens, on renforce la peur et on empêche la capacité finalement à reconnaître ses actions et à être reconnu dans ses actions. Il y a quelque chose qui est intéressant, alors je ne sais plus si c'est encore vrai aujourd'hui, mais il y a quelques années, on parlait souvent de la différence entre les entrepreneurs aux États-Unis et les entrepreneurs en France. Un entrepreneur aux États-Unis qui avait échoué, c'était un entrepreneur. Et il était valorisé. Un entrepreneur en France qui avait échoué, méfiance, défiance. Voilà. Et on parle exactement de ça. Voilà. Je ne sais pas si... Vas-y, oui. Pour illustrer dans un autre domaine, le domaine de l'informatique est un domaine typiquement de l'échec. L'informatique, vous le savez tous, hein, il y a des bugs logiciels, il y a des problèmes d'infrastructure, et en fait, c'est en permanence finalement une culture de l'échec et de l'apprentissage de cet échec. Et dans la culture agile,
justement, ont été introduits des rituels où on crée des espaces où on peut parler de ses échecs et on peut apprendre. Et c'est vraiment une maturité qu'on développe dans l'équipe, à parler de ses échecs et à construire dessus, et pas seulement à blâmer l'autre. Moi, j'ai été dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles, finalement, il y avait une vraie difficulté à faire des feedbacks sur ce qui n'avait pas fonctionné. Et du coup, on rentrait dans une zone dite de complaisance qui est en fait très néfaste pour l'entreprise. Elle vient en fait créer de l'évitement, de la non-authenticité, de la déresponsabilisation. En gros, on va avoir ce biais de, moi, quand je réussis, c'est grâce à moi, mais quand il y a une difficulté, c'est à cause des autres. Donc, je vais aller blâmer les autres. Et du coup, je casse la confiance et la coopération dans le collectif. Et donc, ça, c'est vraiment délétère. Donc, finalement, apprendre, et c'est vraiment un apprentissage qui s'accompagne, à traiter ses échecs, c'est primordial et c'est un levier énorme de reconnaissance. Tout à fait. Alors, sur cet aspect de vivre les échecs, nous, on a mis en place déjà un certain nombre de choses. On a imaginé des séquences qui permettent de travailler ce sujet qui peut être quand même assez douloureux, assez émotionnellement actif, et mettre énormément les gens dans l'inconfort. Hein. Et donc, on a imaginé des dispositifs qui permettent de l'aborder, mais qui sont quand même sécurisés. On pourra vous en parler si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Deuxième aspect qui est un fort élément de reconnaissance également, c'est les tensions. J'entends beaucoup des gens me parler de gérer les conflits, d'éviter les conflits, etc. Alors moi, je dis que c'est une grosse ânerie. Je force un peu le trait, hein, évidemment. Mais est-ce que quelqu'un a déjà vécu dans un groupe où il n'y avait aucune tension? Si c'est votre cas, envoyez-moi un message, je serais très intéressé d'en discuter avec vous. Et en fait, c'est le propre quand même de l'être humain, c'est que finalement, dès qu'il se retrouve en groupe, émergent des tensions, pour plein de raisons, ne serait-ce que des problèmes de communication. Et évidemment, ces tensions peuvent dégénérer en conflit. Si on ne vit pas les tensions, de la même manière qu'on ne vit pas, par exemple, les échecs, si on les évite, on revient dans l'évitement, dans la complaisance, etc. Et tout un tas de comportements parasites qui vont nuire à l'authenticité et qui vont nuire, évidemment, à la reconnaissance. Quand il y a une tension entre moi et Arnaud, que je lui exprime quelque chose et auquel je crois, et je vois bien qu'on n'est pas d'accord avec Arnaud, mais je crois vraiment quand même à ce que je dis, et donc je vais insister. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? J'ai envie d'avoir son oreille pour qu'il m'écoute et qu'il considère que ce que je dis, même s'il n'est pas d'accord. Et on peut vivre cette tension en n'étant pas d'accord, en étant dans l'écoute, respectueux l'un de l'autre, et pour que chacun se sente reconnu dans sa spécificité, sa différence, etc. Et vice-versa, évidemment. Et donc, c'est quelque chose qui se fait, qui peut se faire absolument naturellement. Est-ce que ça se fait beaucoup? En fait, dès lors qu'on est dans une stratégie d'éviter les tensions, ou de pilotage, ou de gérer, entre guillemets, les tensions, c'est difficile. Il y a un autre élément qui est important aussi à noter, c'est que dans la confiance dans les équipes, quand on fait des team building, nous par exemple, il y a une question de confiance évidemment qui se pose. Je ne peux pas faire confiance 100% à Arnaud tant que je n'ai pas été dans une situation confrontante avec lui, dans une tension, où je vais vérifier que, en fait, il me considère toujours, il me respecte toujours, il est toujours correct par rapport à moi. Et donc, je vais provoquer finalement cette tension, inconsciemment souvent, pour vérifier que, en fait, je suis toujours OK, même si je suis pas d'accord avec lui ou il n'est pas d'accord avec moi. Et donc, c'est pour ça que naturellement, quand on quand on met des gens ensemble, nécessairement, il y a de l'apparition de tension, parce qu'on a besoin d'aller confronter des choses. Et puis, de toute façon, comme on n'est jamais d'accord sur tout, c'est quand même très compliqué, donc ça arrive. Voilà. Donc, les tensions, en fait, c'est fondateur. Une tension, c'est fondateur.
sa confiance, évidemment, de la confiance dans l'équipe, de la relation et de la qualité de relation. Et puis, c'est un moment d'affirmation. C'est un moment où on peut reconnaître ma spécificité de pensée, mes idées, etc. Si j'évite ça, j'enlève toute la reconnaissance qui est associée. Alors que c'est un moment qui est hyper fort, parce que c'est un moment où je suis vraiment moi-même dans ma singularité. Peut-être une illustration aussi dans le cadre d'un projet de transformation. Une transformation, c'est mécaniquement l'apparition de tension. En fait, c'est même bon signe. Ça veut dire qu'en gros, on est sorti du statu quo et qu'on est en mouvement. Et du coup, quand on va accompagner une transformation, on va veiller à ce que dans notre dispositif, on aille identifier ces tensions comme des signaux faibles justement de cette mise en mouvement. On va même chercher à mettre en valeur ces tensions. On va les mettre en scène dans ce que moi je vais appeler une scène controverse. C'est-à-dire finalement, nous avons tous notre voix au chapitre parce que nous connaissons bien notre métier. Il y a une injonction à changer. Ok, mais moi, qu'est-ce que ça veut dire pour mon métier? Qu'est-ce que ça veut dire dans mes relations? Qu'est-ce que ça veut dire dans les moyens qu'on me donne? Et cette controverse et cette tension, elle est nécessaire. Et du coup, on va, de manière modélisante, la mettre en scène pour justement faire tâche d'huile et permettre à l'ensemble de l'organisation de se réajuster dans le cadre de cette transfo. Et on va l'accompagner pour être en support de ces tensions, pour pas qu'elles dégénèrent en conflit. Il y a plein de processus, en effet, qu'on peut mettre en place pour ça. Est-ce que c'est OK? Moi, j'aimerais que vous me disiez dans le chat, là, si on vous a complètement perdu ou si c'est OK, vous êtes toujours là et que vous nous comprenez bien. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec nous, il n'y a pas de problème. Alors, élément suivant, la question de l'inclusion. Alors, ça, c'est un mot qui est très à la mode, on en parle beaucoup. Alors, nous, on en parle aussi. Pas forcément sous les mêmes aspects, mais finalement, c'est deux aspects qui se rejoignent. Pour moi, c'est une question de place. Pour nous, c'est une question de place. Si je veux inclure quelqu'un, quelle que soit cette personne, je veux dire sa qualité, sa condition, son orientation sexuelle, sa couleur, etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il faut que je lui fasse une place. Et une fois que j'ai fait cette place, il faut que l'autre prenne sa place, prenne cette place. Et ce qu'on observe souvent finalement dans parfois des situations de conflit, de malaise dans des équipes, etc., c'est qu'il n'y a pas de place véritablement qui est faite. C'est-à-dire qu'on peut l'annoncer, mais en fait, véritablement, elle n'est pas faite dans les actes. Or, c'est évidemment un élément de reconnaissance fondamental. C'est que si je n'ai pas de place, si je reconnais que je n'ai pas de place et qu'on ne me fait pas de place, je sais que j'ai rien à faire là en fait. Je suis pas OK pour être là. Mes compétences sont pas OK pour être mises au service de l'équipe ou de l'entreprise, et je suis pas OK pour travailler avec vous. Plein de raisons. Et là, c'est les raisons personnelles de la personne qui vont parler. Et donc, il y a une question fondamentale sur cette place et d'analyser ensemble quelle place je donne, est-ce que la personne prend sa place et comment. Évidemment, avec la métaphore ou l'impact sur le rôle dans l'équipe, le rôle dans l'organisation, etc. Et ça, c'est, en effet, je le répète encore une fois, c'est valable pour tout type de personnes, en situation de handicap ou pas, etc. Donc, ça, c'est extrêmement important et nous, on insiste beaucoup chez nos clients pour qu'ils mettent en place des rituels d'inclusion dans des moments clés. Ça peut être l'accueil de collaborateurs, mais ça peut être aussi des réunions, ça peut être, voilà, parce qu'on n'accueille pas que des collaborateurs, on accueille aussi des clients, on accueille aussi des partenaires, des parties prenantes, et à certains moments, ou d'autres équipes. Et donc, il faut qu'on ait cette démarche d'inclusion pour pouvoir faire quelque chose ensemble. S'il n'y a pas cette étape-là, finalement, on a un problème de place immédiat. Et donc, ça se répercute directement dans la qualité de production de l'équipe. Ces rituels dont parle Serge sont d'autant plus importants dans un contexte où on a de plus en plus d'équipes en télétravail, voire des équipes à géométrie variable, où finalement le groupe change d'identité régulièrement. Ça paraît désuet, les rituels, mais c'est quelque chose
fondateur, en fait. C'est fondateur de la relation. C'est-à-dire que être reconnu pour ses compétences techniques via une augmentation, via une prime, un statut, finalement, a peu d'impact, ne va pas me permettre de m'engager en me disant je fais partie du groupe. On est une communauté humaine et on travaille collectivement ensemble. Et ça, peu importe ma contribution, j'ai besoin de me sentir inclus dans le groupe. Donc voilà, j'insiste sur cette notion de rituel. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore le temps pour un? Oui. Allez, un petit dernier pour la route. Décider ensemble. Il y a un truc qui est quand même génial. Alors tiens, il y a eu des élections il n'y a pas longtemps. Si je vous pose la question de savoir, on pourrait faire le petit sondage, des élections au suffrage universel à la majorité à l'absolu, c'est quoi comme type de décision? C'est une décision directive, une décision participative ou une décision collaborative? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est participatif ou collaboratif. Ce qui est extrêmement intéressant et révélateur. Il y a un biais fondamental là-dedans. C'est une décision qui est 100% directive. Vous avez 51% des gens qui disent, ou 49% autres, nous, c'est nous qui avons gagné, c'est nous qui allons décider de ce qu'on fait. C'est quand même l'illustration parfaite de la décision directive. Quand on veut travailler la reconnaissance, ou on veut en tout cas mettre en place la reconnaissance plus profonde dans son entreprise, il ne faut pas enlever la décision directive ou participative, mais il faut aussi mettre une décision collaborative. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, c'est des processus qui ne sont pas très compliqués, mais qui demandent un peu de pratique et d'accompagnement parce qu'il y a beaucoup de pièges. Et nous, on a vu des gens qui disaient moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, là-bas. Oui, il faut le faire quand même d'une certaine manière. Une fois qu'on maîtrise ça, c'est bon. Mais c'est un élément qui est extrêmement important parce que quand vous faites participer à une décision quelqu'un, vous lui donnez une place concrète, encore plus que la précédente dont on vient de parler. Vous reconnaissez le fait aussi qu'il est une partie de la solution ou qu'il a une partie de la solution. Vous reconnaissez aussi qu'il porte une responsabilité ou qu'il peut prendre une responsabilité quant au résultat, au projet qui va suivre ou à la réalisation finalement post-décision. Et donc l'importance que vous lui donnez, que vous apportez à cette personne sur son développement dans sa carrière, dans son organisation, etc. Donc, alors, on ne saurait trop, nous, c'est des choses que l'on fait régulièrement à tout niveau de l'entreprise, travailler sur la question de la prise de décision, parce que c'est à la fois un facteur de développement de la reconnaissance et à la fois, c'est quelque chose qui, si elle est mal gérée, mal pilotée, cette décision, en fait, casse de la reconnaissance. Et ça, c'est quand même dommage. Arnaud, tu voulais ajouter un petit point, je crois. Pour moi, on est vraiment au cœur de ce qu'on a appelé l'empowerment. On pourrait aussi parler de principe de subsidiarité, ou comment en fait j'inverse ma pyramide de décision en mettant la décision au plus proche des acteurs du terrain et des sachants. Et puis s'ils n'arrivent pas à décider à leur niveau, seulement là, je remonte d'un niveau hiérarchique. Et ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est que d'une part, ça va permettre finalement d'alléger toute la bureaucratie, la réunionnité aiguë, voilà, tout ce qui prend énormément de temps dans l'organisation. Donc le temps investi à décider ensemble est en général très très bien investi et fait gagner du temps. Ça va stimuler évidemment la créativité et l'ingéniosité dans chaque situation puisque chacun est impliqué. Et puis ça va nous faire sentir un peu comme... c'est un peu la différence entre un locataire et un propriétaire. C'est-à-dire quand je suis locataire de mon appartement, c'est pas chez moi. Quand je suis propriétaire, en fait, je suis responsable de mon chez-moi et du coup, je m'implique à 100% dans le fait que on y est bien et que globalement, le collectif y est bien. Voilà, pour compléter. Alors, tout ça et bien d'autres choses, on n'a pas le temps d'aller plus loin aujourd'hui,
mais on pourra en reparler dans la masterclass si vous le souhaitez. Ça se met en place avec un projet. C'est un changement de culture, hein, vous l'aurez noté. Parler de changer de décision, de mode de prise de décision, ou parler des échecs, etc. On est vraiment dans le changement de culture. Ça se conçoit, ça s'anime, ça se pilote et ça se propage d'une manière particulière. Donc, c'est pas un projet informatique, c'est pas un projet de déploiement ou de déménagement, etc. On parle d'humain et c'est une manière d'apprécier les sujets. Donc ça demande voilà, comme lorsqu'on plante une plante, c'est vivant. Et donc, il faut pouvoir l'arroser, il faut pouvoir le porter un tuteur, il faut pouvoir éventuellement la protéger des autres animaux, il faut pouvoir faciliter sa croissance pour qu'ensuite elle donne quelque chose. Si vous souhaitez, on en parlera plus dans la masterclass de toute façon de cet aspect-là. Une petite synthèse. Donc, changer de modèle de reconnaissance, c'est déjà en avoir conscience qu'on en a un et qu'il faut le travailler. Le deuxième, c'est mettre en place une façon de travailler qui autogénère de la reconnaissance. Et voyez ce qu'on vous a présenté là, c'est pas les signes de reconnaissance classiques, machin, blablabla. Non, en fait, on se base sur l'activité. C'est l'activité qui doit donner, apporter, autogénérer finalement de la reconnaissance. Et c'est là où elle a le plus de poids, la plus de puissance, selon nous. C'est aussi ce qu'on observe, hein, ce que nous disent nos clients. C'est un changement de culture et donc voilà, il faut l'adresser comme tel. C'est pas juste un petit truc comme ça qu'on change. Voilà. C'est une dynamique. Ça, c'est vraiment important. Et une dynamique, ça s'initie, ça s'entretient. Hein, c'est un mouvement qui s'entretient. Et donc, ça peut s'initier et s'entretenir avec nous. Nous, c'est pas notre objectif d'être là tout le temps, hein, évidemment. C'est aussi de vous apprendre finalement à le faire. Et puis c'est un projet long terme, ça c'est aussi un élément qui est important, c'est que c'est pas quelque chose qui se fait voilà en 2 mois. Voilà. Il y a des choses qui peuvent se faire un peu, mais ça prend du temps. Voilà. Ce que on va réaliser, c'est une masterclass. Une masterclass, c'est un atelier de travail avec un effectif réduit. Où on va parler d'un cas concret, on va soumettre un cas concret, ça peut être un des cas concrets que vous apportez, et en fait, on va faire travailler le petit groupe sur ce sujet pour être très concret. Voilà. Et vous aurez évidemment l'apport d'Arnaud et le mien sur ce petit atelier. Voilà. Donc, on parlera de projet, on parlera de différents leviers, d'exemples, de sources et de moyens de reconnaissance qu'on pourra développer et qui pourraient être dans votre modèle de reconnaissance. Voilà, donc vous avez un petit bouton en bas de votre écran, il suffit de scroller un petit peu, je crois. Vous cliquez dessus pour que vous puissiez renseigner les informations, pour qu'on puisse vous recontacter et vous sélectionner pour voir si vous pouvez rentrer ou pas dans la masterclass. Voilà. Dans la même manière, d'ailleurs, juste à côté, vous allez avoir un bouton pour pouvoir nous suivre sur LinkedIn, et donc n'hésitez pas à le faire également. Voilà, c'est le moment tant attendu des questions-réponses, mais j'ai envie de vous dire, en fait, c'est moi qui vais poser les questions. Que feriez-vous ou comment vous changeriez votre modèle? À vous de nous dire dans le chat. Je reviens sur la masterclass. En attendant, vous avez le plus tôt possible, en effet, pour pouvoir avoir l'inscription, de manière à ce qu'on puisse la planifier au mois de septembre, si c'est possible, pour la prochaine. Et il y en aura de toute façon une un peu plus tard également. Voilà. Et puis, si vous êtes intéressé par les différentes masterclass que nous réalisons, il n'y a pas que celle-là que nous organisons, on en fait régulièrement, vous pouvez aussi nous demander la liste de nos programmations. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'il est parfaitement l'heure, en effet. On est parfaitement dans le timing. Merci beaucoup, Arnaud, de ta participation aujourd'hui. Merci, Serge. Merci à vous également qui vous avez écouté, subi ou endormi, qu'on a réussi à vous endormir, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on vous a inspiré quand même plutôt et qu'on vous a donné envie de travailler différemment. Et avec nous, c'est possible, bien entendu. Belle journée à chacun de vous et à très bientôt pour le prochain épisode de notre série Collaborer mieux.